Nous allons commencer nos travaux. Et avant d'attaquer l'ordre du jour, qui est le rapport d'application de la loi du 17 mars 2014, j'ai un certain nombre d'annonces à vous faire. La première concerne le résultat du vote sur la nomination de Madame Isabelle De Silva. Dans le débrouillement du scrutin du mercredi 12 octobre dernier concernant l'avis rendu en application de l'article 13 de la Constitution sur la nomination de Madame Isabelle De Silva au poste de présidente de l'autorité de la concurrence a donné le résultat suivant pour notre commission. Il y avait 30 votants, 26 pour, contre 1 et 3 abstentions. Je vous donne les résultats du Sénat également. 26 votants pour 22, contre 2, 0 abstention et 2 nuls. Donc les commissions compétentes des deux assemblées ne se sont pas opposées à cette nomination. Les résultats vous avaient été envoyés par mail, mais je me dois de faire l'annonce de façon officielle dans notre commission, de façon à ce que ça soit dans le compte rendu. Une autre demande d'assentiment de votre part, à savoir, je vous propose la nomination de Monsieur Hervé Pelois comme rapporteur sur la proposition de résolution européenne sur les conséquences de la fin des quotas sur la filière laitière française et européenne. Cette proposition sera examinée le mercredi 2 novembre par notre commission. Y a-t-il des votes contre, des abstentions, dont je considère que tout le monde est pour, et je vous en remercie. Et nous en venons à l'ordre du jour de notre commission, et je remercie nos deux rapporteurs que nous avions désignés, à savoir M. Philippe Kemel et M. Damien Abad, d'avoir fait ce travail conséquent concernant au rapport d'application de la loi consommation qui a été adopté définitivement après une lecture de la CMP à l'Assemblée nationale le 13 février 2014, promulgation le 17 mars, dont nos deux rapporteurs se sont attelés à ce rapport d'application de la loi. Comme vous le savez, c'est une loi très dense. Il y avait eu un premier rapport qui avait été présenté le 7 octobre par Madame Annick Leloc et Monsieur Philippe Armand Martin sur l'application des dispositions de cette loi relative aux relations commerciales. Donc ça avait été fait. Il restait toutefois tout le reste de la loi, qui n'en est pas moins conséquent, puisque certaines mesures, par leur caractère transversal, concernent le secteur de la consommation dans son intégralité. C'est le cas notamment de l'action de groupe, entre autres. Et puis, il y a des mesures plus spécifiques relatives notamment à la restauration, à l'optique, au secteur bancaire. Donc, successivement, nos rapporteurs ont travaillé sur l'action de groupe, sur les dispositions relatives au crédit et à la mobilité bancaire, mais également sur les dispositions relatives aux contrats d'assurance, les informations précontractuelles, notamment les informations sur la disponibilité des pièces détachées et celles devant figurer dans les contrats conclus dans les foires et salons, le démarchage et la vente à distance, en particulier le démarchage téléphonique, et là, ils nous feront état de là où on en est aujourd'hui, la mention fait maison, qui a fait beaucoup de débats dans notre commission et en séance, et le titre de maître restaurateur, la réglementation de la délivrance de produits d'optique, et avec une actualité, puisqu'il y a un décret qui a été récemment publié pas plus tard que lundi, la protection du nom des collectivités territoriales par une procédure d'alerte, un débat important également avait été mené avec des auditions dans le cadre même de cette commission, la modernisation des moyens de contrôle de la DGCCRF, le renforcement de l'encadrement des numéros téléphoniques surtaxés, l'encadrement renforcé des jeux en ligne, la tarification des parkings ou pas, et enfin l'accroissement de la durée de la garantie légale de conformité des produits vendus. Autant de sujets qui touchent quand même le quotidien de nos consommateurs et de nos administrés, donc un texte important, et aujourd'hui nous en sommes à l'application de la loi. Je ne doute pas que l'éclairage que pourront nous apporter nos rapporteurs permettra, le cas échéant, de pouvoir continuer ce travail qui a été mené non seulement par la Commission des affaires économiques, mais par l'ensemble des parlementaires. Je les remercie pour leurs travaux et je leur laisse tout de suite la parole, et nous commençons, me semble-t-il, par M. Philippe Kemel, et ensuite ce sera M. Abad. Merci, M. Kemel. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues, Monsieur le rapporteur Damien Abad. Nous avons mené ce travail ensemble. Il s'est étalé depuis le mois de février.
Madame la Présidente a rappelé la variété des thèmes et l'abondance des mesures et les différentes dates importantes. Publication le 17 mars 2014, le rapport qui a déjà été effectué par Madame Annick Leloc et Monsieur Philippe Armand Martin. Nous avons mené 25 auditions. Un délai de 30 mois peut paraître long au vu de notre règlement qui prévoit que le rapport faisant état de l'application d'une loi soit présenté à l'issue d'un délai de 6 mois après son entrée en vigueur. Mais ce délai s'explique par la forte activité législative, d'une part, de notre commission, ainsi que par l'entrée en vigueur différée d'un grand nombre de mesures de la loi relative à la consommation. Le recul nous permet aussi de mieux prendre en compte les difficultés qui ont pu être rencontrées par les acteurs sociaux dans la mise en œuvre de cette loi. D'ailleurs, nous n'avons pas considéré, nous n'avons pas rencontré de blocage de la part de celles et ceux qui ont à mettre en œuvre cette loi, mais parfois de la complexité justement dans cette mise en œuvre. La quasi-totalité des décrets ont été publiés. Ils traduisent d'une manière satisfaisante les intentions ayant présidé à la rédaction de cette loi. Sur les 63 décrets prévus, seuls 6 à ce jour n'ont pas été publiés, soit un taux de publication de 91%. C'est particulièrement satisfaisant. Encore, ils n'étaient pas tous obligatoires. Les personnes entendues en audition ont fait état d'un degré de concertation satisfaisant avec l'administration, justement, pour la préparation de ces décrets. L'application de cette loi est donc, je l'ai dit, satisfaisante. La traduction concrète de l'intention du législateur, parce qu'on est sur une loi qui se heurte forcément à des comportements sociétaux, donc c'est heurté à des pratiques. Et donc cela parfois peut créer des résistances, mais qui sont réductibles à condition qu'il y ait de l'écoute permanente et qu'il y ait aussi des volontés de simplification ultérieure. L'application de la loi a pu être compromise aussi par l'adoption de nouveaux projets qui ont modifié les dispositions adoptées. C'est le cas notamment des dispositions encadrant la délivrance de produits d'optique. Monsieur Abad le développera davantage, qui ont été largement refondues par la loi du 28 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Je rappellerai l'importance de la simplicité de la loi qui doit constituer sa première vertu. Nous devrions souvent, mais on le sait tous, c'est un sujet qui, je crois, qui est de notre préoccupation, demeurer prudent sur le degré de détail des dispositions que nous adoptons afin de ne pas poser de trop grandes difficultés à ceux qui les mettront en application. Car parfois, et c'est le cas des pièces détachées notamment, on arrive à des systèmes d'organisation ou de logistique en termes de supply chain qui deviennent de vraies usines à gaz. Et donc, la volonté de respecter la loi se heurte aux possibilités techniques et commerciales de faire. S'agissant du crédit à la consommation, l'obligation d'accompagner l'offre de crédit renouvelable d'une offre de crédit amortissable et celle de suspendre le droit d'utilisation du crédit en cas de non-utilisation pendant 1 an sont respectées. Elles ont contribué à la réduction des encours de crédit renouvelable et son recentrage sur des achats de petits montants, 230 € en moyenne. Et d'ailleurs, je crois que dans nos rencontres avec la population, dans nos permanences, aujourd'hui, nous ne rencontrons plus de situations d'endettement qui ont pu être générées par ce type de crédit. Incontestablement, là, il y a eu un progrès de protection du consommateur et de celui qui voulait s'endetter alors qu'il n'en avait pas les possibilités. Concernant le crédit immobilier, la possibilité de résilier dans les 12 mois le contrat d'assurance d'un prêt immobilier est appliquée. Il en est de même de l'obligation pour les banques d'accepter en garantie un autre contrat d'assurance que le leur lorsque l'emprunteur fait usage de son droit de résiliation dans les 12 mois et que le nouveau contrat présente un niveau de garantie équivalent. Et c'est là où il peut y avoir un petit sujet. Le système bancaire développe, le système assurantiel développe des contrats qui sont segmentés dans les risques, qui multiplient la présentation de ces risques
et la substituabilité d'un contrat à l'autre ne devient pas aussi évidente qu'elle ne pouvait l'être hier. En matière de mobilité bancaire, les auditions ont souligné la nécessité de veiller à ce que les clients ayant souscrit plusieurs contrats auprès d'une banque puissent bien bénéficier du service de mobilité bancaire, s'agissant aussi de leur compte de dépôt. Là aussi, il peut y avoir des services complexes qui sont portés par la banque et qui nécessitent la permanence du compte de dépôt, et substituer l'ensemble de ces services lorsqu'il y a des changements de banque n'est pas chose aisée. La loi contient également d'importantes dispositions relatives aux assurances, la possibilité pour un assuré ayant souscrit un contrat d'assurance automobile ou habitation de procéder à la résiliation sans frais ni pénalité des contrats tacitement reconductibles à l'expiration d'un délai d'1 an à compter de la première souscription. La possibilité pour un assuré souscrivant un contrat d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service de renoncer à ce contrat sans frais ni pénalité s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques couverts. Ces dispositions ont fait l'objet d'une appropriation satisfaisante par la profession comme par les assureurs. S'agissant des contrats conclus à distance, les professionnels entendus en audition ont souligné la brièveté des délais entre la publication des mesures réglementaires et leur entrée en vigueur, alors que les nouvelles obligations introduites ont nécessité pour certaines des adaptations importantes des systèmes d'information. Là aussi, on voit bien que les organisations ont eu beaucoup de difficultés à accompagner les décrets sortis par la loi. Par ailleurs, il apparaît que la grande majorité des entreprises de vente à distance ont tardé à modifier leurs pratiques, le plus souvent par méconnaissance des textes. Les avertissements et pré-injonctions effectués par la DGCCRF auraient conduit dans la plupart des cas à une mise en conformité rapide des professionnels, notamment en matière d'information pré-contractuelle. Donc là, le rôle du contrôle, le dialogue entre la DGCCRF et l'ensemble des opérateurs a été utile et pour considérer qu'il était correctement mené par l'administration. Les difficultés spécifiques se sont fait jour sur l'application de l'obligation de remboursement du consommateur en cas de rétractation dans un délai de 14 jours quand il y a renvoi de la marchandise. Il se trouve que l'obligation de remboursement naît à la réception de la preuve d'avis d'expédition. Mais il se trouve qu'il peut y avoir des consommateurs qui jouent aux passagers clandestins en adressant la preuve, mais en ne renvoyant pas la marchandise. Bon, effectivement, là, il y a une difficulté qui apparaît sur laquelle il faudra peut-être qu'à un moment donné, il y ait une forme de correction. Sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique, la loi avait prévu que sa gestion soit confiée à un organisme par appel d'offres. Vous savez qu'une première société a été choisie, elle n'a pu mener ce dossier, et donc c'est la société Opposetel qui a été désignée gestionnaire de cette liste d'opposition par un arrêté du 28 février 2016. Il y a donc eu un temps de latence assez long entre la volonté du législateur, l'application par l'administration et la solution par cette société Opposetel. Il semble aujourd'hui, mais vos témoignages et vos interventions permettront de le dire, que cela soit satisfaisant. Notamment la liste d'opposition au démarchage téléphonique dénommée Blocktel, qui était ouverte en juin 2016, là aussi, semble donner satisfaction. Nous regrettons qu'aucun mécanisme de transition n'ait été prévu entre la liste gérée par l'association Pacitel et cette nouvelle liste. Mais cela, c'est plutôt un avis de constat quand l'administration rencontre des difficultés pour mettre en place des dispositifs de contrôle. La création des indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux, ainsi que celle d'une procédure d'alerte des collectivités territoriales en cas d'utilisation commerciale de leur nom, est un succès.
Un décret du 2 juin 2015 a précisé les modalités de dépôt des demandes d'homologation, de modification des cahiers des charges des indications géographiques et de leur examen par l'Institut national de la propriété industrielle. 3 demandes d'homologation d'indications ont été déposées. Environ 50 dossiers aujourd'hui sont en cours d'examen et nous aurons probablement des questions sur ce sujet et nous y reviendrons. La possibilité pour les collectivités territoriales et les titulaires d'une indication géographique de former opposition à l'enregistrement d'une marque qui porterait atteinte à leurs droits a été précisée par décret. Pour bénéficier de ce droit d'alerte, la collectivité ou l'établissement doit remplir un formulaire sur le site internet du l'INPI en indiquant la dénomination pour laquelle elle souhaite être alertée. Ce service fonctionne depuis le 17 juin 2015. À ce jour, 336 collectivités se sont inscrites au dispositif d'alerte. Il s'agit pour la plus grande partie de communes, mais aussi de régions et de communautés de communes. Ce système a abouti à la formalisation de 10 procédures d'opposition initiées par les collectivités locales à l'encontre des demandes de marque. L'INPI a fait droit à l'intégralité de ces demandes d'opposition. En matière de renforcement de l'encadrement des numéros taxés, l'annuaire inversé est aujourd'hui mis en ligne. Il a été fait d'une manière anticipée dès octobre 2015. Les décrets ont été publiés, notamment pour garantir la fiabilité des informations et enrichir celles-ci. Ils ont été publiés le 20 septembre 2016. On peut saluer la mise en place anticipée de cet annuaire inversé. Peut-être serait-il nécessaire de faire une communication plus importante, car ce dispositif, aujourd'hui, ne recueille pas un écho important dans notre population. Là, un travail de communication de proximité semble nécessaire. L'arrêté relatif au blocage des communications à destination de certaines tranches de numéros à valeur ajoutée n'a en revanche pas été publié. Sur ce point, nous jugeons étonnant que le projet de loi pour une République numérique contienne une disposition fixant l'entrée en vigueur de ce dispositif 6 mois après la promulgation de ladite loi, alors que celui-ci est entré en vigueur en mars 2016, comme prévu dans la loi relative à la consommation. Il y a donc là une concordance nécessaire entre les différents textes que nous votons. Un chapitre important de la loi, vous vous en souvenez tous, était consacré aux jeux en ligne. La loi a prévu que les entreprises agréées comme opérateurs de jeux ou de paris en ligne justifient de l'existence d'une sûreté, d'une fiducie, d'une assurance ou d'un compte sous séquestre garantissant en toutes circonstances le reversement de la totalité des avoirs exigibles des joueurs. Lors de notre audition, l'autorité de régulation des jeux en ligne a indiqué que l'ensemble des opérateurs concernés s'étaient dotés des mécanismes appropriés pour assurer cette garantie et qu'elle veillait mois par mois à ce que les sommes mises en garantie correspondent bien aux avoirs exigibles. Il semble que nous puissions jouer, que vous puissiez jouer, que la population puisse jouer. Je ne sais pas si ça doit être une recommandation. En tout cas, je ne le crois pas, mais en tout cas, il semble que l'on puisse jouer en toute sécurité. Mais il y a ici des villes où il y a des casinos. Ils pourront aussi indiquer s'il y a vraiment cette sécurité. L'Argel a souligné, vous savez, c'est l'autorité de contrôle, a souligné que la suppression de cette phase, notamment de déclaration. Aujourd'hui, quand il y avait soupçon, il y avait une phase d'observation. Cette phase d'observation, nous l'avons supprimée. Il y a simplement une remarque qui est faite, et c'est au vu de cette remarque que l'organisme de jeu doit corriger ces dysfonctionnements. L'Argel considère là aussi que les organismes de jeu ont tenu compte de cette directive dans les plus brefs délais. Voilà. Nous avons donc mené des auditions. La loi, qui est une loi
conséquente dans les manières de vivre l'acte de consommation, a été beaucoup travaillé ici, a donné un texte qui pouvait avoir de la complexité. Il a été mis en œuvre rapidement par l'administration. Cette complexité, on peut parfois la retrouver dans la difficulté pour les opérateurs qui ont la bonne volonté de la mettre en application. Mais pour cette première partie, en tout cas, c'est un constat très satisfaisant que nous avons fait. Monsieur Abad, peut-être dira-t-il la même chose ou autre chose. Je lui cède la parole. Merci. Non, c'est moi. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, maintenant c'est Monsieur Abad, notre co-rapporteur, qui va effectivement nous faire le point sur cette loi. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur et mes chers collègues. Alors, je serais peut-être un peu moins enthousiaste que mon collègue Philippe Kemel sur l'impact de cette loi en tant que telle, même si effectivement il y a eu des choses positives et des avancées comme il a été dit. Il y a eu aussi sur un certain nombre de sujets dont on va revenir maintenant, un impact de cette loi qui est demeuré faible, soit en raison de la conception imparfaite d'un certain nombre de dispositifs, je pense à celui de l'action de groupe notamment, ou parfois par un manque de lisibilité, comme c'est le cas pour la question du fait maison. Et puis il y a d'autres domaines où les effets annoncés ne sont pas forcément produits. C'est le cas des dispositions relatives aux produits optiques, où on voit bien qu'il n'y a pas eu de baisse des prix en tant que tel. Alors d'abord, en ce qui concerne la question de l'action de groupe, le décret du 24 septembre 2014 a été publié donc dans des délais satisfaisants qui permettent une entrée en vigueur effective de cette procédure dès le 1er octobre 2014. Selon les personnes qui ont été entendues en audition, ce décret traduit fidèlement l'intention du législateur en tant que tel. Donc 8 actions de groupe ont été lancées dans différents domaines, dans le domaine de l'assurance, de l'immobilier, du transport, de la banque ou encore de la téléphonie. Ce chiffre apparaît néanmoins modeste au vu de l'ambition du dispositif et du champ qu'il recouvre. Alors ceci s'explique par un certain nombre de difficultés dans l'application de cette procédure d'action de groupe. D'abord, les conditions de lancement de l'action de groupe qui apparaissent trop restrictives, puisque les associations agréées de consommateurs sont trop peu nombreuses et finalement seules 2 d'entre elles disposeraient de moyens suffisants pour prendre en charge cette procédure de manière efficace. Donc on a un problème de question de déclenchement de l'action de groupe en tant que telle. Ensuite, la deuxième difficulté, elle est davantage sur la procédure, qui est une procédure qui est longue et contraignante. Et le faible nombre d'actions lancées sur des questions de consommation, qui devait pourtant constituer le principal champ d'application de cette action de groupe, s'explique par la difficulté pratique qui existe pour apporter une preuve dans ce domaine. C'est-à-dire qu'apporter le fait d'avoir subi un préjudice du fait de l'achat d'un produit de grande consommation, par exemple, eh bien, un consommateur devrait pouvoir avoir conservé son ticket de caisse pendant plusieurs années. Donc on voit bien la difficulté de la mise en place de l'action de groupe dans le domaine de la consommation stricto sensu. Si aucune action a été lancée pour l'heure à ce stade, il est probable aussi que la phase de liquidation des sommes obtenues au terme de la procédure devrait également être longue. Donc pour y remédier, il serait nécessaire d'encadrer les délais s'appliquant à cette procédure. En outre, la troisième source de difficulté, c'est que la quantification des préjudices subis elle-même est source de difficulté. En effet, la loi n'a retenu que la possibilité de quantifier que des préjudices individuels à l'exclusion, vous le savez, du préjudice moral. Or, on voit bien que sur un certain nombre de dossiers qui entrent dans le champ de l'action de groupe, la quantification du préjudice individuel en elle-même se révèle complexe, ainsi en matière notamment de qualité de couverture Internet sur les mobiles par un opérateur, par exemple. Et donc, forcément, il y a des réflexions qui sont engagées sur la possibilité de forfaitisation du préjudice. En tout cas, c'est une question qui est ouverte. Enfin, le quatrième type de difficulté qui concerne la mise en œuvre de l'action de groupe, c'est le fait que les tribunaux abordent avec prudence cette nouvelle procédure et auraient tendance plutôt à inviter chacune des parties à recourir à la médiation. L'action opposant Paris Habitat OPH au syndicat du logement et de la consommation a d'ailleurs été clôturée par cet accord de médiation. Donc on voit bien qu'il y a un besoin finalement de rendre cette procédure plus efficace, plus utile. Il y a la question qui se pose, est-ce qu'on doit l'ouvrir à des associations ad hoc ou même à la DGCCRF en tant que telle qui pourrait éventuellement déclencher et lancer une telle procédure, voire la question de créer ou pas un tribunal spécialisé dans le traitement
des actions de groupe. Enfin, la création d'un fonds de soutien pour aider les associations à financer l'action de groupe et pour garantir aux consommateurs l'effectivité de leur réparation devrait également être étudiée. Voilà en ce qui concerne la question des actions de groupe. En ce qui concerne la question de la restauration et du fait maison, vous savez que la loi a introduit cette notion de fait maison qui vise à mieux informer les consommateurs sur l'offre de restauration et qui vise à valoriser le savoir-faire des restaurateurs en permettant notamment de distinguer l'acte de cuisinier en tant que tel de l'acte d'assemblage. Alors on a eu un premier décret le 11 juillet 2014 qui a été modifié par un second décret le 6 mai 2015. Le premier décret prévoyait que la mention s'appliquait à des plats entièrement cuisinés sur place à base de produits bruts. Simplement, on avait beaucoup de dérogations qui étaient prévues à ce décret. Et au printemps 2015, seulement 3500 établissements, ça veut dire environ 6% d'entre eux, affichaient cette mention. Donc on voit bien là l'incapacité de pouvoir faire valoir cette mention fait maison. Du coup, il y a un second décret qui a modifié ce périmètre en prévoyant qu'on concerne désormais les plats fabriqués à partir de produits crus transformés sur place, c'est-à-dire des produits non cuits ou non dénaturés par quelque procédé que ce soit, y compris par exemple le mélange ou le chauffage. Donc certains produits non bruts sont acceptés, mais les produits surgelés eux-mêmes sont exclus dans le cadre de ce décret. Donc ce décret a accru la clarté du label et élevé le niveau requis pour se prévaloir de son utilisation. Il aurait permis également une meilleure appropriation du dispositif par les professionnels, puisqu'une enquête qui a été menée en décembre 2015 par une organisation professionnelle concluait que 9000 établissements utilisaient ce logo, contre 3500 avec le premier décret, donc on passait de 6% à 14%. Parmi les restaurateurs, bien sûr, les appréciations sur les modalités concrètes du fait maison ont donné lieu à des débats âpres. Certains considèrent que ce dispositif est complexe, voire inutile, peu clair pour les clients, trop élitiste, et réclament une révision de la liste des exceptions. En tout cas, il existe un consensus sur le fait que ce label est peu utilisé dans les faits, est trop complexe et que ce logo est mal connu des consommateurs en tant que tel. Et il semble que la première version du décret ait nui justement à l'image de la mention fait maison en tant que telle, puisque cette première version du décret avait été largement médiatisée et critiquée, et donc ait pu nuire de manière durable à la réputation de la mention en tant que telle. Donc une autre voie de réforme proposée au cours de l'examen parlementaire du projet de loi et consistait notamment à réglementer l'utilisation du mot restaurant. Selon une étude du Synorca, donc le syndicat restaurateur, 67% des professionnels utilisant des produits industriels seraient prêts à abandonner ceux-ci au profit de produits bruts cuisinés sur place si une telle réglementation était instituée. Sur le titre de maître restaurateur, qui sanctionne non seulement la qualité de la cuisine d'un établissement, mais aussi celle de son service, la loi a conduit à l'ouvrir aux employés de la restauration. Environ 3400 titres ont été attribués à ce jour. Et l'association des maîtres restaurateurs continue de se développer à raison d'environ 10% par an. Ce titre demeure, en tout cas, aux yeux d'un certain nombre de professionnels, insuffisamment valorisé et peu visible parmi les très nombreux labels qui existent dans ce secteur. Voilà en ce qui concerne la question de la restauration. Le troisième sujet que je voulais aborder donc, ce matin, c'est la question des obligations d'information du consommateur par les professionnels. Donc on a eu un décret qui a détaillé les informations générales que les professionnels vendeurs de biens ou prestataires de services doivent communiquer aux consommateurs sur les lieux de vente avant la conclusion d'un contrat. Cette rédaction a été jugée satisfaisante, mais des incertitudes demeurent quant aux modalités de délivrance de ces informations qui sont en fait susceptibles de figurer sur des supports très divers. Des sanctions sont régulièrement prononcées par la DGCCRF en cas de défaut d'information et des professionnels ont pu regretter l'important volume de documents qui devaient désormais être fournis à leur clientèle. En ce qui concerne l'obligation d'information sur la disponibilité des pièces détachées, là, on est aussi face à des difficultés spécifiques en raison du caractère très disparate des informations fournies par les fabricants aux distributeurs. En effet, s'il appartient aux fabricants de choisir de s'engager sur la fourniture de pièces détachées et de définir leur durée de disponibilité, le distributeur a, lui, l'obligation légale d'en informer le consommateur de manière écrite et lisible et engage bien sûr sa responsabilité en cas d'information insuffisante.
Or, aucune harmonisation des informations fournies par les fabricants aux distributeurs n'a été prévue en tant que telle. En ce qui concerne l'indication d'origine pour les viandes et pour les produits à base de viande, là, les démarches de la France auprès de la Commission européenne ont permis d'aboutir à la mise en œuvre d'une expérimentation d'une durée de 2 ans à partir du 1er janvier 2017. Donc le décret, le fameux décret du 19 août 2016, vous le savez, est l'aboutissement d'une longue démarche menée aussi par des associations de consommateurs, des parlementaires. Néanmoins, donc aujourd'hui, il conviendra de rester vigilant sur l'application de ces dispositions, bien sûr, par l'industrie. Et à cet égard, nous relevons que la possibilité d'inscrire pour toute indication d'origine la mention origine Union européenne, donc UE ou hors UE, constitue bien sûr un risque réel pour l'efficacité de cette notion d'appellation d'origine. Certaines propositions pour renforcer la transparence, la lisibilité des étiquettes et l'information du consommateur pourraient être étudiées afin aussi d'améliorer les garanties en matière de traçabilité et de qualité. Enfin, un autre sujet, on l'a vu, je l'ai vu notamment lorsque j'étais rapporteur sur une autre mission qui concerne la filière d'élevage, c'est qu'on voit bien aujourd'hui que sur les indications d'origine, des pays comme l'Allemagne, avec des pays scandinaves, sont beaucoup plus axés sur la question du bien-être animal en tant que tel et éventuellement de la réflexion d'étiquetage à partir de ce bien-être animal que davantage tournés sur la question de l'indication des origines comme nous le sommes. En ce qui concerne, quatrième sujet, la question des produits d'optique. Ils ont eu pour but de faciliter et de sécuriser la vente en ligne de produits d'optique afin de restituer du pouvoir d'achat aux consommateurs. Alors on prévoit notamment l'indication sur les prescriptions médicales de verres correcteurs, de la valeur de l'écart pupillaire, un aménagement des conditions de délivrance de lentilles de contact oculaire correctrices à un primo-porteur, ou encore la subordination de la délivrance de verres correcteurs à l'existence d'une prescription médicale en cours de validité, et la soumission de la délivrance de verres correcteurs de puissance significative à une prise de mesure. Les auditions ont fait ressortir les nombreuses difficultés qui sont rencontrées dans ce secteur suite à l'entrée en vigueur de la loi. Et d'ailleurs, certaines dispositions ont déjà été modifiées par la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Et vous l'avez dit tout à l'heure, Madame la Présidente, il y a un décret qui vient d'être publié, notamment sur la durée de validité aussi des ordonnances, où un accord a été trouvé en distinguant si on a moins de 3 ans, si on a moins de 16 ans, entre 16 et 42 ou au-delà en termes d'âge et en termes de durée de validité, notamment des ordonnances. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Sur la délivrance des lentilles de contact correctrices à un primo-porteur, un décret du 21 juillet 2015 a prévu que cette délivrance par un opticien lunetier était subordonnée à la présentation d'une ordonnance médicale qui comporte la correction et les caractéristiques essentielles de ces produits, dont la liste est fixée par arrêté du ministre en charge de la Santé. Donc on fixe la durée de cette validité d'ordonnance à 1 an, mais l'arrêté prévu pour l'heure n'a pas été publié. En ce qui concerne la vente en ligne de verres et de lentilles correcteurs, le décret du 2 octobre 2015 a prévu des éléments et les mentions qui doivent figurer de manière lisible et compréhensible sur ces sites de vente en ligne de ces produits, mais de nombreux opérateurs ne feraient pas figurer l'ensemble de ces mentions et des informations, ou parfois de manière peu lisible. De plus, ce consommateur ne disposerait pas d'informations suffisantes pour s'assurer que les conseils prodigués sont bien ceux d'un opticien lunetier. Alors, cette application imparfaite pourrait s'expliquer par la faiblesse des contrôles conduits par l'administration sur le respect de ces dispositions. Donc, ont été proposés au cours de ces différentes auditions, outre des contrôles et des sanctions effectives, l'idée éventuellement d'un agrément a priori de ces sites par l'administration. Nous pensons qu'il ne faut pas sacrifier la sécurité sanitaire des Français en ce qui concerne l'accès à un équipement optique. Il s'agit d'une question de santé publique dont les mesures envisagées, donc, loin de permettre la protection du consommateur, peuvent priver aussi de la qualité de prise en charge visuelle qu'il est en droit d'entendre. Donc, nous devons rester vigilants sur ce point-là. Cinquième sujet, c'est la question des sanctions administratives qui permettent à la DGCCRF de sanctionner directement des professionnels à l'origine d'un certain nombre de manquements. Donc, selon les informations que nous avons, qui reposent sur un bilan qui a été effectué sur la fin de l'année 2014 et l'année 2015, l'application du dispositif est progressivement montée en puissance et devrait atteindre son rythme de croisière en 2016. Je vous donne les chiffres. Au 31 décembre 2015, on dénombrait 1671 amendes pour un montant total de plus de 6 millions d'euros. Les premières décisions de publication des sanctions sont intervenues en octobre 2015 en matière de délai de paiement. Et au 31 décembre 2015, 6 décisions avaient été publiées sur le site internet de la DGCCRF. Les premières publicités de mesures d'injonction
ont été prises en matière de clauses abusives à l'encontre de la société Facebook. S'agissant de ces nouveaux pouvoirs, la DGCCRF a eu recours à la technique, ce qu'on appelle de l'enquêteur mystère, ou de la technique du faux consommateur, dans le cadre d'une enquête qui concerne des pratiques commerciales trompeuses pour des placements atypiques et dans celui d'une enquête sur des avis de consommateurs. Elle a également procédé sous une fausse identité à des achats sur Internet de produits qui ne devraient pas être commercialisés ou pour procéder à l'analyse de produits proposés à la vente. La possibilité nouvelle de recourir à une personne qualifiée a été utilisée à plusieurs reprises en 2015. Rappelons tout de même que ce projet, qui vise à renforcer les pouvoirs de la DGCCRF, parfois de manière disproportionnée, sans forcément en augmenter les moyens, donc on a ici des résultats chiffrés qui montrent une progression, en tout cas qui va dans le bon sens. Enfin, dernier sujet, la question de la tarification des parkings. La loi a prévu que les exploitants de parcs de stationnement affectés à un usage public appliquent aux consommateurs pour les stationnements d'une durée inférieure à 12 heures et payés à la durée une tarification par pas de 15 minutes au plus. Donc cette disposition qui était destinée à réduire le coût du stationnement pour les consommateurs aurait paradoxalement entraîné un renchérissement des tarifs horaires faciaux. En moyenne, tous les consommateurs qui stationnent moins de 3/4 d'heure paieraient moins cher qu'auparavant. En revanche, ceux qui demeurent plus d'une heure paieraient plus cher. Il semblerait donc que cette augmentation ait été rendue nécessaire par les engagements pris par les collectivités territoriales sur la rentabilité de ces infrastructures auprès de leurs investisseurs. Toutefois, la hausse des tarifs intervenue à la suite de cette mesure, pouvant être estimée à 25% au lieu des 7% prévus avant son adoption, il apparaîtrait nécessaire de pousser plus avant les investigations pour s'assurer que cette mesure n'a pas entraîné la constitution de rente indue. Voilà, Madame la Présidente, les points du rapport que nous avons abordés dans le cadre de la présentation de ce rapport d'application. Merci, Monsieur le rapporteur. Nous allons passer maintenant aux orateurs des groupes. Je rappelle pour 3 minutes et nous commençons par Madame Catherine Troidic pour le groupe SER. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Il y a 2 ans et demi, donc, notre majorité votait la loi relative à la consommation, dite loi Hamon. Une loi qui a fait progresser les droits de nos concitoyens dans un certain nombre de domaines et a impulsé ou va impulser de nouvelles pratiques. Nombreux domaines, l'information sur l'obsolescence programmée, la traçabilité des productions alimentaires et notamment, il faut le souligner, avec le lancement d'une expérimentation à partir du 1er janvier 2017, la facilitation de la possibilité de changer les contrats d'assurance, l'action de groupe, encore à améliorer, des mesures relatives aux crédits renouvelables, etc. Cette loi, qui a rencontré l'opposition de la finance, nous pouvons en être satisfaits. Elle a redonné le pouvoir de choisir à nos concitoyens. Elle leur permet aujourd'hui d'accéder à toute l'information nécessaire afin de ne plus être victimes des abus des industriels et des assurances, ou tout du moins, elle leur met à disposition des outils, des instruments juridiques pour se protéger. Le rapport de nos collègues Philippe Kemel et Damien Abad, dont il faut saluer la qualité et la précision, est éclairant sur ces aspects. La loi consommation est une réussite, globalement, sur la certification fait maison, par exemple, qui est un atout pour nos artisans, sur les appellations géographiques pour mettre en valeur nos territoires et éviter les usurpations, par exemple. Ce rapport pose aussi des questions intéressantes. Et vous l'avez rappelé, messieurs les rapporteurs, notamment sur la difficulté, sur la complexité de mise d'application de certains dispositifs par les opérateurs, sur l'action de groupe, notamment en particulier, comment développer ce dispositif pour qu'il soit un outil véritablement efficace de défense des consommateurs. Vous l'avez signifié dans votre rapport, l'action de groupe a manqué de totale efficacité pour diverses raisons, notamment la difficulté de quantifier les préjudices subis ou le délai de procédure trop longue. Il y a matière à penser une simplification des conditions de l'action de groupe, ainsi sur l'information au droit, sur la constitution de l'action collective, en les simplifiant. Ensuite, concernant les abus des banques et des organismes de crédit, la loi consommation a acté des avancées en régulant les crédits renouvelables, dont je rappelle qu'ils sont à l'origine de la crise financière de 2008. Nous protégeons les citoyens les plus exposés au surendettement. Nous avons aussi mis fin aux abus des cartes de crédit en permettant aux consommateurs de payer au comptant avec cette carte. En résumé, la loi consommation, c'est une loi qui protège les citoyens les plus fragiles. Aller plus loin sur la régulation du secteur bancaire, c'est réfléchir à encadrer plus fortement les frais bancaires que subissent en premier lieu les Français les plus en difficulté à la fin du mois. Vous le voyez, mes chers collègues, et ce rapport le consacre, la loi consommation est porteuse d'importantes avancées pour nos citoyens et ouvre des voies.
Ces champs que nous avons ouverts de régulation et de protection des consommateurs, nous devons continuer à l'enrichir, faciliter la mise en place des différents dispositifs et intensifier la communication afin de rendre cette loi plus visible aux yeux des citoyens, des consommateurs et des PME, afin qu'ils s'en saisissent pleinement. Donc au final, des obstacles, certes, encore à lever, mais des bases solides pour de nouvelles pratiques et de nouvelles protections des consommateurs. Je vous remercie. Merci, Monsieur Daniel Fasquelle, pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Je voudrais à mon tour féliciter et remercier les rapporteurs pour leur excellent travail. C'est vrai que c'est un texte extrêmement riche qui reprenait d'ailleurs un grand nombre des dispositions qui étaient dans le projet de loi de Frédéric Lefebvre, dont j'étais le rapporteur, que vous n'aviez malheureusement pas voulu voter, alors vous auriez pu le voter, puisque vous avez ensuite parfois et intégralement repris un certain nombre de nos propositions. Mais enfin, à la fin, je ne peux que m'en féliciter. Et donc, du coup, il y a effectivement dans ce texte des avancées au profit des consommateurs, quelques réussites, ça a été dit, mais aussi aujourd'hui un texte qui est quand même, dans sa mise en œuvre et quant à ses conséquences concrètes, assez décevant. Alors peut-être que nous manquons encore de recul et de temps. Je dirais que si on veut vraiment soutenir les consommateurs, il faudrait leur redonner du pouvoir d'achat, rétablir par exemple les heures supplémentaires défiscalisées ou mettre fin au matraquage fiscal. Ce serait là une vraie mesure et une vraie main tendue vers les consommateurs. Alors j'ai un certain nombre de questions à vous poser. En ce qui concerne les décrets non publiés, alors M. Kemel nous dit qu'il y a 91% des décrets qui ont été publiés. OK, mais tout dépend de savoir l'importance des 9% qui n'ont pas été publiés. Donc, s'agissant des 6 décrets non publiés, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? En ce qui concerne la mise en œuvre du texte, moi, c'est un texte qui est très complexe. Alors, certes, peut-être facile à mettre en œuvre par les grandes entreprises, mais est-ce que vous avez rencontré les PME, les TPE, les artisans, ceux qui n'ont pas des services juridiques à leur côté et qui peuvent avoir des difficultés à mettre en œuvre ce texte? Est-ce qu'il n'y a pas une mise en œuvre en fait à 2 degrés ou à 2 niveaux? Ceux qui ont les capacités de comprendre cette législation complexe et de la mettre rapidement en œuvre, et ceux qui ont plus de difficultés pour la mettre concrètement en œuvre. Donc, est-ce que vous avez pu faire ce constat à l'occasion de vos auditions? En ce qui concerne les ventes en ligne, alors ça a été abordé par Monsieur Abad, mais ça me semble être un point extrêmement important. On voit bien que les habitudes de consommation sont en train d'évoluer très très rapidement. Est-ce que ce texte est adapté à ces nouvelles habitudes de consommation? Est-ce que malheureusement on ne sera pas obligé de revenir dans quelques temps sur certaines des dispositions au regard justement de l'évolution des habitudes de consommation? Je pense notamment à des achats en ligne en France, mais également à l'étranger, depuis le territoire français. Et ça, c'est un point aussi que vous n'avez pas abordé, mais qui me semble extrêmement important. Comment protéger le consommateur français quand il achète un produit sur Internet? C'est devenu très facile. À l'étranger. Alors, il y a le droit européen qui peut intervenir, et puis en dehors de l'Union européenne. En ce qui concerne les actions de groupe, est-ce que ce dispositif est vraiment adapté à notre pays? Parce que est-ce qu'on peut vraiment trouver une voie entre la nécessité de protéger les consommateurs d'un côté et éviter les abus qu'on connaît par exemple aux États-Unis de l'autre? Moi, j'en suis pas absolument certain, et ce qu'on constate aujourd'hui semble le démontrer. Et en ce qui concerne le fait maison, avec d'autres, j'avais dénoncé le fait que la loi serait inefficace, et l'est concrètement. La seule solution, c'est de demander à ce que l'appellation restaurant soit réservée à ceux qui cuisinent effectivement des produits sur place. On l'a fait pour la boulangerie, on peut le faire demain pour les restaurants, et là on aurait une vraie mesure efficace, simple à mettre en œuvre et visible pour les consommateurs. Merci, Monsieur André Chassaigne, pour le groupe GDR. Oui, merci. Moi, je voudrais vraiment dire que je trouve ce rapport extrêmement bien fait, très clair. Je voulais vraiment le souligner sur les différents points qui ont été abordés. Je voudrais revenir sur la question, c'est tout à fait à la fin du rapport, sur la question du protection du nom des collectivités territoriales, indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux. C'est à la page 45 et 46 pour faire 2 observations. La première, sur les indications géographiques, je pense que la formule que vous avez utilisée, s'agissant de demandes portant sur une même appellation, une seule des deux demandes au plus pour recevoir une décision d'homologation, bon, le au plus ne serait pas nécessaire, mais je pense que là, il y aurait une meilleure formulation en disant qu'une seule homologation par produit et par zone géographique peut être accordée. Parce que sinon, on rentre dans une relation conflictuelle
entre plusieurs demandeurs, alors qu'il peut y avoir au final, des demandeurs qui se mettent d'accord sur une homologation. Et puis il y a une faute qui consiste à dire que pour la Guiole, il y a eu 2 demandes. Une demande concernant les produits fabriqués à la Guiole, ce qui est vrai, mais l'autre demande pour les produits fabriqués à tiers, ce qui est faux. La deuxième demande concerne une zone géographique qui comprend la zone de la Guiole, le Nord-Aveyron et la zone de Thiers. Et dans la deuxième demande sont associés des couteliers de la Guiole et des couteliers de Thiers. Donc la formulation est une formulation qui n'est pas juste, qu'il faudra corriger parce qu'elle ne correspond absolument pas à la réalité. En ce qui concerne la procédure d'alerte des collectivités territoriales, il faut rappeler, je ne dis pas que c'est nécessaire de le rappeler dans le rapport, mais il faut dire que ce n'est pas rétroactif. Parce qu'il peut y avoir par rapport à ça certaines illusions. Mais c'est vrai que c'est la jurisprudence qui pourra définir tout ça. Il y a des procès d'ailleurs qui sont en cours. Mais cette jurisprudence aussi pourra sans aucun doute définir quelles sont les atteintes qui peuvent être portées à une image ou une renommée, ce qui n'est pas si facile en fait à déterminer. Ensuite, il me reste combien de temps là ? Je voulais souligner les aspects extrêmement positifs concernant le marquage d'origine. Ça montre que quand on fait preuve de détermination, on peut avoir quand même des avancées. Alors qu'au début, on nous avait dit que c'était absolument impossible au niveau européen. Il y a eu donc une avancée qui est extrêmement notable. Et je voulais attirer l'attention sur le fait qu'il faut être attentif à ce qu'il n'y a pas, à mon avis, de tribunal spécialisé pour les actions de groupe, parce que ça risque de poser un problème territorial après et d'avoir un seul tribunal au niveau national. On a vu la même question avec la spécialisation des tribunaux de commerce. Ce n'est pas forcément une bonne solution. Merci. Madame Jeannine Dubié pour le groupe 2RDP. Merci, Madame la Présidente. Merci à nos 2 rapporteurs. Et je veux, au nom du groupe RRDP, saluer la qualité de leur travail. Ils ont analysé point par point les champs d'intervention de la loi qui sont d'une diversité, d'une très grande diversité, et cela ne fait que rajouter à la qualité de ce rapport. Alors, ce que je note, moi, en premier lieu, c'est que au travers de vos interventions, en fait, on constate que la quasi-totalité des 63 décrets prévus par le texte donc, a été publiée et traduit, semble-t-il, correctement les intentions du législateur. Néanmoins, on se rend compte à la lecture de votre rapport et à vos interventions que cette loi, dont le champ d'application était, il faut le dire, très large et ambitieux, a finalement eu un impact relativement faible sur les consommateurs. Alors peut-être que c'est la rédaction tardive des décrets qui rend l'exercice d'évaluation difficile. Toutefois, il nous semble que le manque de lisibilité réglementaire participe aussi à cette difficulté d'évaluation, notamment par la multiplication des décrets et par l'adoption de nouvelles dispositions similaires dans d'autres projets de loi. Et ça, il semble que ça pose quand même la question de l'esprit de simplification qui était souhaité par tous. Alors mes questions porteront essentiellement sur 3 domaines. La première portera sur la mention fait maison. C'est vrai que lors de nos discussions, lors de l'examen du projet de loi, notre propos était et notre intention était de promouvoir le savoir-faire du cuisinier et de lutter contre la cuisine d'assemblage avec des produits achetés et simplement passés au micro-ondes. Vous avez soulevé le faible impact du premier décret. Vous notez que le deuxième décret, en modifiant le périmètre, a probablement amélioré les choses. Donc, est-ce que vous pensez aujourd'hui que la volonté du législateur est mieux respectée et que la lisibilité de ce dispositif est-elle désormais meilleure pour le consommateur? Et surtout, est-ce que vous faites des propositions pour mieux articuler ce label fait maison avec le titre de maître restaurateur et la qualification d'artisan cuisinier?
Ma deuxième question portera sur la lutte contre le surendettement. C'était aussi un des souhaits du législateur. Nous n'étions pas, le groupe RRDP, nous n'étions pas favorables aux dispositions du fichier positif. Aujourd'hui, est-ce que les mesures qui sont contenues dans la loi permettent de lutter contre ce surendettement? Et je noterai aussi que le Conseil constitutionnel a censuré donc ce fichier positif. Enfin, dernier point sur les contrats automobiles et d'habitation résiliable à tout moment. Est-ce que ces mesures ont permis des évolutions dans ce domaine et est-ce que les dispositions sont suffisamment connues du grand public? Merci. Merci. Nous passons aux interventions de 2 minutes des députés. Madame Marie-Hélène Fabre. Merci Madame la Présidente. Donc je souhaiterais à mon tour saluer la qualité du rapport fait par nos rapporteurs et je voudrais aborder 2 points. Je voudrais aborder d'abord le point sur l'obligation d'information du consommateur sur la durée de disponibilité des pièces détachées qui ne seraient pas respectées par les professionnels ou tout au moins soumises à interprétation, à savoir que cette obligation ne s'appliquerait que lorsque les pièces seraient disponibles. Que pensez-vous de cette remarque? A-t-elle été abordée lors de vos auditions? Le deuxième point porte sur l'action de groupe. Comme vous l'avez précisé, monsieur le rapporteur, est effectivement peu ou pas utilisé. Certains proposent un assouplissement des conditions d'application de cette disposition, notamment en laissant la possibilité aux avocats de l'initier. Que pensez-vous de cette proposition? Merci. Monsieur Dino Cineri. Merci Madame la Présidente. Oui, mon tour, moi je voudrais féliciter nos 2 rapporteurs et puis ma question se pose sur la censure sur la Cour de cassation. Plusieurs consommateurs qui ont fait appel auprès de la justice pour réclamer leur droit de résilier leur assurance emprunteur à échéance annuelle, comme le prévoient les dispositions de l'article L 113-12 du Code des assurances, se sont vus refuser ce droit par la Cour de cassation, alors que ce droit a été confirmé en premier jugement par la Cour d'appel. En espérant et en attendant que les hauts magistrats décident finalement de retenir le raisonnement des juges de fond, offrant ainsi une réelle ouverture du marché aux consommateurs, quelle solution peut être apportée à cette situation par le législateur? Merci. Madame Brigitte Alain. Merci Madame la Présidente. Merci messieurs les rapporteurs pour ce rapport très clair et utile. Alors moi je viendrai sur 2-3 points. Concernant les indications de pays d'origine pour les viandes et les produits à base de viande, j'avais fait partie d'une délégation à Bruxelles pour défendre cette demande auprès du commissaire européen à la consommation. C'était une excellente position de la France et qui montre qu'une pression audacieuse d'un Parlement national peut agir sur les discussions de la Commission européenne. Ça répond à la demande de consommateurs, sécurise la provenance des approvisionnements le long de la chaîne alimentaire. Quelles en seront les suites? Cela dépendra probablement de notre capacité à peser sur le débat. Concernant le fait maison, je partage l'exigence du nouveau décret et l'ambition du ministère. Je pense qu'il faudrait aller plus loin et étendre le dispositif aux restaurants collectifs, tant pour le fait maison que pour les maîtres restaurateurs. En effet, les cuisiniers des cantines sont demandeurs d'une reconnaissance de leur travail. Cela leur permet de cuisiner, d'apporter aux convives des plats de meilleure qualité et souvent de produits de base issus de produits locaux et bio. Cela est toujours contributif de la lutte contre le gaspillage. Et cela crée du lien entre les professionnels de la restauration et de l'établissement concerné et enfin des consommateurs. C'était un des articles de ma proposition de loi sur l'ancrage territorial de l'alimentation et j'espère que nous le mettrons en œuvre un jour. Concernant les indications géographiques protégeant les produits industriels et commerciaux, 336 collectivités se sont inscrites pour recevoir les alertes lorsqu'une marque utilise leur nom. Pourrait-on améliorer la communication de l'État vers les collectivités pour qu'elles soient plus nombreuses? Enfin, concernant l'économie circulaire, sur l'obsolescence programmée, plus de 17 mois plus tard, le rapport n'a toujours pas été rendu possible et c'est dommage. Concernant les pièces détachées,
effectivement, seuls ceux qui en proposent sont amenés à l'inscrire, ce qui crée quand même une distorsion par rapport à ceux qui n'en proposent pas. Merci. Madame Jacqueline Maquet. Merci Madame la Présidente, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Merci à nouveau aux deux rapporteurs pour la qualité et la précision du rapport. Voilà ma question. Concernant la DGCCRF, et je l'ai bien dit, vous notez positivement dans votre rapport les nouveaux pouvoirs et prérogatives de celle-ci. Mais une question plus large mérite d'être posée, celle des moyens de cette direction par rapport au nombre de contrôles à effectuer. À ce jour, celle-ci peut-elle effectuer les contrôles qu'elle devra ou qu'elle devrait effectuer? Cet élément, même s'il dépasse le cadre de votre rapport, me paraît important. Qu'en pensez-vous tous les deux? Merci. Monsieur Jean-Claude Mathis. Oui, merci Madame la Présidente. Merci à nos deux rapporteurs. La loi que nous évoquons ce matin donc permet, et le collègue Philippe Kemel en a parlé dans son propos introductif, de pratiquer ce qu'on appelle la délégation d'assurance de son prêt immobilier lors de la première année de ce dernier. Pour ce faire, l'emprunteur peut librement faire jouer la concurrence et choisir une compagnie d'assurance lui offrant donc des garanties au minimum équivalentes à celles de la banque qui lui prête les fonds, mais pour un prix qui peut se révéler plus intéressant. Or, selon une récente enquête de la Fédération française des sociétés d'assurance, environ 85% des emprunteurs continueraient à s'assurer dans le même établissement que celui dans lequel ils ont donc souscrit leur prêt. Les chiffres de la délégation d'assurance emprunteur ne représenteraient en conséquence qu'environ 12% des cotisations relatives à cette assurance en 2015. Alors, quel est, à votre avis, donc, ou votre diagnostic sur cette situation et quelles pourraient être les solutions possibles pour y remédier? Et certaines juridictions du fond voudraient que cette délégation d'assurance devienne possible non plus seulement la première année, mais durant toute la durée de l'emprunt, afin d'inciter les prêteurs à recourir au système de délégation d'assurance. Qu'en pensez-vous? Merci. Madame Michèle Bonneton. Merci Madame la Présidente, merci messieurs les rapporteurs pour votre travail. Alors 3 points assez rapides. Origine des viandes, ma collègue en a bien parlé, donc je ne m'étendrai pas, je dirais simplement enfin on y arrive. Les producteurs de viande française sont très satisfaits de pouvoir prochainement indiquer viande française sur leurs produits. J'espère que les consommateurs en seront également satisfaits. En ce qui concerne l'action de groupe, des questions ont déjà été posées. Elle se limitait dans cette loi au seul préjudice économique. Depuis, d'autres lois l'ont étendue. Elle est encore peu utilisée, cette action de groupe. Ne pensez pas qu'il faudrait qu'il y ait davantage d'associations de consommateurs agréés pouvant la mettre en pratique. En ce qui concerne les contrats d'assurance concernant les crédits immobiliers, d'après vos constats, la concurrence a fait baisser les coûts. Cependant, les contrats proposés par différentes banques ou assurances ne sont pas identiques, ne proposent pas les mêmes garanties. D'où ma question, cette ouverture à la concurrence ne devrait-elle pas s'accompagner de l'obligation de proposer des contrats semblables? Merci. Merci Madame Audrey Lincolnel. Merci Madame la Présidente. J'aurais voulu interroger les rapporteurs sur la question de l'assurance emprunteur. Sur 2 points, la loi Hamon donc, a rendu possible à la suite de lois précédentes le fait de, dans les 12 mois suivant la conclusion d'un prêt, de demander à changer d'assurance et donc de ne pas s'assurer chez le banquier mais chez un autre assureur. Vous pointez dans votre rapport la question des garanties équivalentes qui serait un frein potentiel au fait que finalement, même si le dispositif est connu, peu de consommateurs ou d'emprunteurs recourent à cette possibilité. Or, il me semble qu'il existe désormais depuis 2015 une fiche d'information standardisée sur ces questions d'assurance emprunteur et de garantie. Donc, j'aurais voulu avoir un petit peu plus de précision sur votre analyse qui me surprend un peu. Et enfin, je suis surprise également parce que vous écrivez sur le risque de démutualisation.
qui découlerait de cette possibilité de recourir à l'assurance emprunteur. Parce que nous avons réouvert le débat sur l'assurance emprunteur dans le cadre de la loi dite Sapin 2. Et le débat a quand même relativement bien montré que ce fameux risque de démutualisation était quand même plutôt un argument épouvantail des banques pour conserver une situation monopolistique dans laquelle ils arrivent quand même à dégager à peu près 50% de marge, plutôt que finalement une réalité économique. Et notre collègue Pierre-Alain Muet avait d'ailleurs montré que ce n'est pas parce qu'il y a une segmentation par l'âge dans les assurances qu'il y a une réelle démutualisation. Et d'ailleurs, l'UFC Que Choisir, par exemple, et d'autres associations de consommateurs ont plutôt soutenu l'idée que nous avons inscrit dans la loi Sapin 2, que désormais, c'est chaque année qu'on peut remettre en cause son assurance liée au prêt immobilier et aller ailleurs que chez son banquier. Donc, je voulais pointer cela. Je pense que l'idée de la démutualisation dont vous parlez dans votre rapport mériterait très franchement d'être nuancée. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est encore une fois une segmentation par l'âge. Et si on parle des risques aggravés liés à la santé, on voit qu'au contraire, ce sont les assureurs alternatifs qui pourtant ne pèsent que 12% du marché aujourd'hui, qui assurent plus de 40% des risques aggravés. Donc je voulais vraiment attirer votre attention sur ce point qui mériterait très franchement, à mon avis, d'être nuancé avant la publication définitive de votre rapport. Merci. Monsieur Philippe Armand-Martin. Oui, merci. Merci, Madame la Présidente. Je voulais saluer le travail des rapporteurs. La loi de 17 mars 2014, qui était destinée à redonner du pouvoir aux consommateurs et améliorer le quotidien des Français, ainsi que l'affirmait son auteur, a connu malheureusement une mise en place lente, puisque les derniers décrets sont tout récents. Mais un point particulier attire mon attention, le démarchage téléphonique abusif dont vous avez parlé tout à l'heure. Chacun aura remarqué la multiplication des appels depuis quelques mois. En ce sens, justement, sa protection est bien mal assurée et son quotidien est d'être dérangé à de multiples reprises. Alors, ne faudrait-il pas plutôt agir en amont, interdire sous certaines conditions les cessions de fichiers de consommateurs par les opérateurs ? Sur les indications géographiques, la création d'une indication géographique permettant d'identifier les produits manufacturés et les ressources naturelles des territoires semble avoir quelques difficultés aussi de mise en place, aussi afin que le consommateur soit effectivement informé et averti. L'identification doit être claire et compréhensible par tous, comme ça a toujours été demandé. Où on sent, à quel niveau de réalisation sont les producteurs et les revendeurs dans l'étiquetage, notamment sur les grandes et moyennes surfaces. Je vous remercie. Merci, Madame Annick Leloc. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, je veux aussi saluer le travail qui a été réalisé. Ce texte était un texte pluriel et très divers, et le rapport que vous avez établi est tout à fait clair et lisible. Alors, j'avais des questions sur l'indication de l'origine du lait et des viandes, mais je ne vais pas les poser puisqu'elles ont été abondamment posées. Moi, j'ai deux questions. Vous avez rencontré donc la commission des clauses abusives, vous avez rencontré la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ces deux commissions sont-elles davantage sollicitées aujourd'hui suite à ce texte, et leurs prérogatives sont plus étendues? Si oui, de quelle façon? Et ont-elles les moyens d'assumer pleinement leurs tâches? Et ma deuxième question concerne l'absence de délai de rétractation au bénéfice du consommateur, donc dans les foires et salons, et l'affichage obligatoire de manière lisible sur les stands de cette absence. Celle-ci est-elle appliquée? Puisque j'ai eu l'occasion de fréquenter quelques foires et salons et sans jamais avoir vu ce panneau obligatoire. Je vous remercie. Merci, Monsieur Lionel Tardy. Merci Madame la Présidente. Messieurs les rapporteurs, une remarque et deux questions. Dans votre rapport, vous soulignez que sur les 10 rapports demandés au gouvernement et qui auraient dû être publiés, seuls 2 ont été publiés à ce jour. Vous connaissez mon aversion pour les rapports et c'est une nouvelle preuve qu'il faut éviter ces demandes de rapports car du coup les sujets ne sont pas traités, mais ce n'est pas nouveau. Sur l'action de groupe, vous expliquez de façon détaillée que les conditions d'entrée sont trop restrictives. Pensez-vous qu'il aurait fallu revoir le dispositif d'action de groupe à la française avant de prévoir son extension à d'autres domaines, comme le fait par exemple le projet de loi justice du XXIe siècle? Et enfin, une question sur le bilan des sanctions administratives décidées par la DGCCRF.
Encore une fois, la mise en œuvre de ces sanctions est-elle accompagnée de moyens humains et matériels suffisants pour la DGCCRF, qui est une question récurrente. Merci. Merci. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole maintenant pour répondre à l'ensemble de nos collègues. Allez, monsieur Abad. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, plusieurs questions qui concernent les thématiques et je laisserai Philippe Kemel poursuivre. Bon, d'abord, souvent il y a eu des questions qui sont revenues sur la question de savoir est-ce que finalement les décrets de publication, la lenteur ou le non-publication posent un certain nombre de problèmes. Moi, la conviction que j'ai, c'est que le problème que l'on a avec l'application de cette loi, il n'est pas réellement dans la non-publication des décrets. C'est vrai qu'il y en a 9, alors après Philippe Kemel détaillera qui n'ont pas été publiés. Simplement, la question elle est plutôt dans l'application concrète de ces décrets et l'impact concret qu'ont ces décrets dans la vie des consommateurs. Et c'est ça le sujet. Ce n'est pas un problème entre la loi et le décret, c'est un problème entre le décret et le terrain. C'est une conviction personnelle que j'ai et qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, comme Mme Troilic l'a dit, il y a une augmentation des droits des citoyens, il y a des outils nouveaux qui sont donnés aux consommateurs, mais il y a en termes de pratiques nouvelles, les pratiques nouvelles ne sont pas à la hauteur des outils qui sont mis à disposition dans le cadre de ce projet de loi. Sur la question de la DGCCRF et de ses moyens, plusieurs questions sont revenues, dont la dernière de mon collègue Lionel Tardy. Oui, l'activité de la DGCCRF a augmenté. Oui, j'ai cité le chiffre tout à l'heure sur les nombres de sanctions administratives qui ont été prises. Et oui, effectivement, la question des moyens sera une question qui est directement posée à cette direction. Voilà, c'est une direction qui a une montée en charge importante et que forcément, très vite, on arrive à un plafond de verre qui fait qu'on a besoin, eh bien, en tout cas, si on veut lui donner une dimension supplémentaire, de l'envisager différemment, y compris bien sûr sur le plan budgétaire en tant que tel. En ce qui concerne les actions de groupe, plusieurs questions ont été posées également, notamment sur les conditions de déclenchement de ces actions de groupe. Oui, dans le rapport, nous avons souligné l'idée qu'on pourrait étendre, en tout cas faciliter ces conditions de déclenchement. Alors, une d'entre vous a dit pourquoi pas utiliser la question avec les avocats. Commençons déjà par faire éventuellement les associations ad hoc. Aujourd'hui, dans les faits, il n'y a que 2 associations de consommateurs agréées qui peuvent déclencher ces actions de groupe, ou en tout cas qui ont la capacité pour pouvoir les déclencher. Donc peut-être allons-y progressivement par étapes pour effectivement faciliter ces conditions de déclenchement. Et à la question de savoir s'il vaut mieux d'abord travailler à la facilitation de l'action de groupe plutôt que d'en étendre son champ d'implication, moi je suis de ceux qui pensent effectivement qu'il faut d'abord rendre le dispositif efficace avant de l'étendre sur d'autres champs d'application, comme on l'a vu effectivement sur le projet de loi justice par exemple, mais pas seulement. Ensuite, en ce qui concerne la question des ventes en ligne que Daniel Fasquelle a soulevé notamment, et la question des évolutions d'habitudes de consommation. Oui, aujourd'hui, on a des difficultés, on n'a pas toutes les informations en ligne et il y a une partie, enfin un champ d'application qui pose des difficultés, notamment quand on achète un produit à l'étranger. C'est effectivement un sujet à part entière. En ce qui concerne le fait maison, puisque plusieurs questions ont été évoquées sur le fait maison, notamment de savoir est-ce que le deuxième par Janine Dubié, est-ce que le deuxième décret est plus positif que le premier? Oui, le deuxième décret est meilleur que le premier. Le problème, c'est que le premier a beaucoup nui à la réputation de la mention fait maison en tant que telle. Et que donc la vraie question qui est posée, c'est est-ce qu'on doit rester dans cette mention fait maison ou est-ce qu'on doit travailler sur d'autres concepts? Il y a la question du maître restaurateur ou autre. Voilà. Ou alors est-ce qu'on doit mieux les articuler? Aujourd'hui, on voit bien clairement que sur le fait maison, il y a une utilisation très modérée et un impact très limité pour les consommateurs en tant que tel. Alors est-ce que Madame Bonneton a posé la question de savoir si on devait, Madame Alain, pardon, l'étendre dans les restaurations, la restauration collective. Alors on sait très bien que dans la restauration collective, on a des contraintes particulières. Dire pourquoi pas l'étendre, mais avant cela, essayons déjà, dans nos restaurations collectives, de favoriser l'approvisionnement en produits locaux et de faire en sorte que dans nos conventions, c'est ce que j'essaye moi-même de faire en tant que président de département, que dans nos conventions, nous puissions au maximum le faire, soit quand on est en délégation de service public, soit en régie directe, et on peut utiliser l'approvisionnement en produits locaux, ce qui est déjà un changement culturel important de la restauration collective et qui est déjà un premier pas pour aller effectivement dans cette direction. En ce qui concerne l'origine des viandes, oui, effectivement, donc là, ça rentrera en vigueur, comme je vous l'ai dit, au 1er janvier 2017.
Donc on verra à ce moment-là cette application. Simplement, il faut être vigilant sur ce qui se passe au niveau européen, parce que même si nous avons obtenu l'expérimentation pour 2 ans, nous ne sommes pas à l'abri d'une évolution de l'étiquetage lui-même au niveau européen qui pourrait éventuellement rendre caduque ou en tout cas annihiler les effets de cela. Enfin, en ce qui concerne la question des pièces détachées, qui a été notamment soulevée par Marianne Fabre et puis par d'autres également, sur les pièces détachées, il y a effectivement un problème de lisibilité. Il nous faut harmoniser l'information entre tous les fabricants. Certains démarrent à la date de production, d'autres à la date de fin de production, d'autres à la date de vente du produit. Donc forcément, en termes de lisibilité de l'information et les obligations d'information sur les pièces détachées, fait qu'on a une lisibilité qui est effectivement assez faible et qui pose un certain nombre de questions en tant que telles. Voilà, Madame la Présidente, on est peut-être oublié, mais globalement sur la partie qui me concernait, donc les réponses qu'on pouvait apporter. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur Kemmel. En ce qui concerne, cela a été déjà abordé par Monsieur Abad, la non-publication des décrets, ils sont peu nombreux, je l'ai indiqué. Alors, on a donné le détail. Donc, l'article 4, la liste des produits sur lesquels doit porter l'expérimentation de l'affichage du double prix, celui-ci n'est plus obligatoire depuis l'article 47 de la loi du 6 août 2015, la loi Macron, c'est-à-dire que la loi Macron a changé ce que nous avions légiféré dans la loi Hamon. Ensuite, il y a les conditions de validité de la prescription médicale obligatoire pour la délivrance de verres correcteurs. Cela vient d'être publié. Depuis l'écriture de notre rapport, on n'a pas pris compte, mais c'est une publication très récente. Modalités relatives aux tarifs réglementés de vente de gaz et d'électricité, ce n'est pas publié. Nous avons aussi des conditions de résiliation du contrat d'assurance par l'assureur pour cause d'aggravation du risque ou par les mutuelles non publiées, qui ne sera sans doute pas publié. Et donc, je reviendrai à répondre à Audrey Linkenheld sur la mutualisation. Modalité d'organisation des jeux et concours dans le cadre des publications de presse non publiées. Donc, nous sommes dans une publication qui avoisine plutôt les 98% que les 91 ou 71%. En tout cas, là-dessus, le travail, vraiment, il faut retenir que le travail a été accompli en ce qui concerne la mise en application de tout ce que nous avons voté pour que cela rétroagisse sur nos actes de consommateurs. En ce qui concerne les ventes en ligne, oui, il y a encore de la difficulté. Et la loi ne prétendait pas tout résoudre les questions de sécurité de la vente en ligne. La vente en ligne, ce n'est pas un face-à-face entre le vendeur et le consommateur, et forcément, il peut y avoir des pratiques délictueuses qui sont difficiles à identifier, surtout qu'elles prennent un certain temps. Oui, le droit européen doit être sans doute mieux intégré encore. Et oui, il y a un travail à faire. Peut-être, et c'est votre question qui m'y a fait penser, et nous sommes une région, la région des Hauts-de-France, où nous voyons une implantation très forte de ceux qui pratiquent et qui livrent la vente en ligne. Il n'y a pas, par exemple, de regroupement de l'ensemble des opérateurs. Il n'y a pas un travail d'organisation de la société civile pour justement créer et réfléchir en permanence aux règles de sécurisation. On n'est pas comme dans l'artisanat où là, il y a des organisations intermédiaires. Cela n'existe pas. On est vraiment dans un modèle qui est un modèle de logique de marché presque pur et parfait. Et oui, il va falloir le réguler davantage. En tout cas, la loi Hamon amorce nettement de la sécurité. Mais elle est encore, j'en conviens, largement insuffisante. Monsieur Chassaigne, vous êtes bien plus connaisseur que nous en ce Chassaigne, oui, Chassaigne, excusez-moi, j'ai un habitant de ma ville qui s'appelle Chassaigne. Donc ah bon, voilà. Monsieur Chassaigne. D'accord.
Monsieur Chassaigne, nous avons, au niveau des origines géographiques, la manière dont vous nous proposez, la rédaction que vous nous proposez est plus juste dans la mesure où, par la proximité, vous vivez mieux ce dossier et vous pouvez mieux l'interpréter. En tout cas, on regardera attentivement votre proposition pour l'intégrer dans le rapport. En ce qui concerne les pièces détachées, oui, il y a incontestablement une difficulté sur les pièces détachées. Elle nous a été largement développée par les professions et aussi les représentations de consommateurs que nous avons auditionnées. Quelle est la difficulté? La difficulté, c'est d'abord, cela a été dit, la durée de vie de la pièce détachée. Or, le vendeur de l'objet final ne maîtrise pas l'action de ses fournisseurs. Et il peut toujours y avoir, au cours de la vie d'un produit, l'amélioration de ce produit par justement l'incorporation ou la modification dans l'objet d'une pièce détachée. Et donc, il n'y a pas des pérennités identiques de vie entre l'objet et la pièce détachée. Cela pose énormément de difficultés aux opérateurs, aux vendeurs, et ils essaient notamment de rechercher les modalités d'information. Et ces modalités d'information se heurtent vraiment au fait que aussi il y a la liberté du fournisseur de pouvoir changer d'opérateur, de vendeur pour venir assurer les pièces détachées, parce qu'une pièce détachée peut parfois avoir une durée de vie plus longue chez un opérateur que chez un autre. Donc la vie économique, qui est forcément une vie de dynamisme et de dynamique, fait en sorte qu'il est difficile de figer par la loi toute la réglementation sur la pièce détachée. En ce qui concerne les assurances, et j'en viens à la notion de mutualisation, nous rapportons ce qui nous a été dit au cours de ces auditions. On en a fait effectivement une analyse. J'entends qu'en deuxième lecture, la loi Sapin a permis de faire une analyse complémentaire. En tout cas, la réflexion doit se poursuivre. La loi Sapin et toutes les discussions et les débats qui ont pu y avoir n'ont pas clos la question. Il y a probablement à analyser les modèles économiques. Les associations de consommateurs nous ont fait part qu'effectivement, la couverture des risques par une forme de démutualisation existait. Et vous pouvez être d'un avis contraire, mais en tout cas, nous, on vous rapporte ce qui nous a été dit. Et à partir du moment, en tout cas, c'est ce que l'on a compris, à partir du moment où l'assureur, dans son modèle économique, va chercher à identifier le coût du risque et va chercher à faire des propositions qui sont autour du coût du risque. On a donc un modèle qui se spécifie catégorie par catégorie. Et le modèle qui se spécifie catégorie par catégorie, un synonyme dans le vocabulaire, c'est la démutualisation. Alors, qu'il y ait une forme de mutualisation dans ces catégories-là, peut-être, et c'est sans doute ce que cherche l'ensemble du système de l'économie solidaire. Mais c'est une réponse qui commence à être apportée à une logique économique et financière portée par les groupes d'assureurs qui, eux, sont essentiellement dans cette seule logique, qui était de spécifier le risque et de voir la couverture du risque en fonction de sa spécificité. En ce qui concerne la notion d'assurance, comme on y ajoute non pas de la spécificité, mais autour d'un tronc commun, on vient y mettre des ajouts de particularité, alors la substituabilité d'un contrat d'un autre par rapport à un autre devient difficile. Et c'est cela qui nous a été dit, et c'est cela qui peut parfois bloquer le changement d'assurance pour un emprunteur.
Écoutez, je vais conclure sur, excusez-moi pour les points que je n'aurais pas évoqués, en tout cas sur la DGCCRF, en ce qui concerne les moyens de la DGCCRF. Il ne nous a pas été évoqué la question des moyens, il nous a été évoqué qu'effectivement les champs de contrôle s'étaient largement élargis, mais que là où la DGCCRF avait opéré, notamment pour rendre de l'efficacité sur les éléments que nous avons traités dans notre rapport, nous avons ressenti qu'il y avait vraiment une action très efficiente et qui, nous semble-t-il, rendait la loi efficiente dans le domaine d'activité qui était considéré. Bien, merci pour l'important travail de nos rapporteurs. Il y a des sujets que nous serons amenés à retravailler, je n'en doute pas. Nous devons autoriser la publication du rapport d'information tel qu'il vous a été présenté. Donc, qui s'abstient, qui est contre, qui est pour. Donc, la commission autorise rapport d'information. Je vous remercie, la séance est levée. Merci, chers collègues, et moi je remercie monsieur l'administrateur qui... Ah, c'est à vous. Bon, je ne dirai plus.